La Lune est le deuxième objet le plus brillant dans notre ciel. Et pourtant, parmi les autres corps célestes, c'est l'un des moins éclatants et des moins réfléchissants. Notre satellite naturel n'a l'air brillant que parce qu'il est proche de la Terre. En guise de comparaison, notre planète a l'air bien plus éclatante quand tu la regardes depuis l'espace. C'est à cause des nuages, de la glace et de la neige qui reflètent bien plus de lumière que la plupart des types de roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace. Si ce satellite remplaçait notre lune actuelle, le ciel nocturne serait 7 fois plus illuminé. Plus la lune est proche de l'horizon, plus elle a l'air grosse. Ce phénomène est appelé l'illusion lunaire. L'une des théories qui explique ceci affirme que l'atmosphère joue le rôle d'une lentille grossissante, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère avait quelque chose à dire, la Lune aurait l'air plus petite, sûrement pas plus grosse. La plupart des experts croient que l'illusion est créée par notre propre esprit. Il peut augmenter la taille de la Lune de plus du double. Quand le satellite de la Terre est assez haut dans le ciel, tu n'as pas de repère visuel pour t'indiquer sa distance. Mais quand elle est proche de l'horizon, tu peux voir des objets alentour en détail. Cela donne l'impression que la Lune est plus grosse, mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. D'ailleurs, tu peux t'amuser à vérifier cette illusion si tu te penches en arrière et que tu regardes la Lune à l'envers, à travers tes jambes. Il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été projeté dans l'orbite de la Terre et a commencé à voyager autour de la planète. Même s'il n'est pas plus gros qu'une voiture de taille standard, c'est quand même quelque chose. Parmi les plus d'1 million d'astéroïdes que les astronomes ont recensés, ce n'est que le deuxième à orbiter autour de notre planète. Appelé 2020 CD3, c'est notre mini-lune temporaire. Elle ne sera pas avec nous pour longtemps, ceci dit. L'astéroïde suit une orbite aléatoire et dérive lentement. Les objets capturés temporairement, comme 2020 CD3, sont rares. Ils doivent avoir une trajectoire et une vitesse spécifiques pour être captés par la force gravitationnelle de la Terre. Sinon, ils atterrissent et explosent contre une autre planète ou foncent dans une autre direction. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques à se produire sur la Lune. C'est un changement très furtif de lumière, de couleur ou d'un autre élément à la surface de notre satellite. Très couramment, ce sont des éclairs de lumière aléatoires. Les astronomes ont observé ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs arrivaient au hasard. Parfois, ils peuvent avoir lieu plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais d'autres ont duré des heures. En 1969, un jour avant l'alunissage d'Apollo 11, l'un des participants à la mission a remarqué qu'une partie du satellite naturel était plus illuminée que le paysage alentour. On aurait dit que cette zone avait une sorte de lumière fluorescente. Malheureusement, on ne sait pas dire si ce phénomène avait un lien avec les mystérieux flashs lunaires. Il se pourrait que les cratères lunaires contiennent plus de métaux comme le titane ou le fer que les astronomes ne le pensaient. Le problème majeur que cela engendre ? Cela contredit la théorie principale sur la formation de la Lune. Elle veut que le satellite naturel de la Terre soit en réalité issu de notre planète après qu'elle soit entrée en collision avec un objet spatial géant. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre pauvre en métal a beaucoup moins d'oxyde de fer que la croûte lunaire ? Cela veut peut-être dire que la Lune s'est formée à partir d'un matériau qui trouve sa source bien plus profondément dans notre planète. Ou bien, ces métaux peuvent avoir fait leur apparition quand la surface lunaire fondue a refroidi, petit à petit. La gravité de la Lune équivaut environ à 17% de la gravité terrestre. Si tu pesais 90 kg sur ta planète d'origine, sur la Lune, ton poids serait ramené à environ 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu pouvais porter sur Terre. Il serait aussi plus simple de marcher sur la surface de la Lune, mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, dans un costume d'astronaute lourd, s'enfonceraient de 15 cm dans le sol lunaire. Mais imaginons que tu décides plutôt de flotter dans les airs. Tu perdrais alors le contrôle de tes sauts en un rien de temps. D'ailleurs, la surface de la Lune regorge de cratères profonds. Il serait très difficile de tous les éviter. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont découvert une étendue liquide massive d'une substance mystérieuse. Elle était cachée sous la surface de la face obscure de la Lune. Sa masse était la même que celle d'un tas de métal 5 fois plus gros que la grande île de Hawaï. Cet élément énigmatique se trouve à environ 322 km en dessous d'un énorme cratère qui est apparu à la surface lunaire il y a des milliards d'années. La goutte a très certainement quelque chose à voir avec une super collision. Il se peut que ce soit le cœur métallique de l'objet qui a frappé la Lune à cette époque. Les scientifiques ont hâte de mener à bien leur découverte. Cela expliquerait nombre de choses à propos du bassin pôle sud Aitken, le plus gros cratère connu du système solaire.
S'il était sur Terre, ce bassin de forme ovale s'étirerait de Washington DC jusqu'au Texas. Il n'y a pas d'air sur le satellite naturel de la Terre, mais alors, comment peut-elle rouiller ? Les scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune. Et c'est une sorte de rouille. Un instrument spécial de recherche de la NASA a examiné la lumière reflétée sur la surface de la Lune. Il se trouve que la composition des pôles du satellite était très différente du reste. La surface de la Lune est dotée de rochers riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut apparaître. Les vents solaires sont venus s'ajouter au mystère. Ils ont bombardé la Lune d'hydrogène. Et l'hydrogène rend la formation de l'hématite encore plus difficile. Mais même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle comporte toujours des traces d'oxygène. Sa source est la couche supérieure de notre atmosphère. La Terre protège aussi la Lune d'environ 100% des vents solaires, même si ce n'est pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est né sec, il se peut qu'il y ait de l'eau gelée dans les cratères ombragés de son autre facette. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle est en forme d'œuf. De plus, la masse centrale du satellite est décalée d'un peu plus d'1,6 km de son centre géométrique. La Terre et la Lune s'orientent graduellement vers différentes directions, aussi lentement que nos ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle du satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre. Il repousse la Lune. En retour, cela la fait bouger vers une orbite plus haute. Dans les temps préhistoriques, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous n'allons pas perdre la Lune. Plus elle va loin, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela veut dire que bientôt notre planète ne repoussera plus la Lune avec autant de force. Il y a très peu d'activité à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pour cela que les scientifiques peuvent retracer les impacts de cratères qui se trouvent à la surface à plusieurs milliards d'années. En donnant un âge à ces cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, ainsi que notre planète, avait connu un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est aussi connu sous le nom de cataclysme lunaire. Cet intervalle a duré plusieurs centaines de millions d'années. À ce moment, un nombre incroyablement élevé d'astéroïdes est entré en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. Il y a peut-être un labyrinthe de tunnels de lave sur la Lune. Il n'y a pas si longtemps, les astronomes ont reçu les résultats d'une topographie lunaire souterraine. Ils ont découvert une caverne massive sous la surface du satellite. D'environ 48 km de long et 96 km de large, la grotte pourrait bien être le résultat d'une activité volcanique datant de 3 milliards d'années. Après que les flux de lave ont durci, ils ont créé une croûte épaisse et solide à l'extérieur. Mais à l'intérieur, la lave a continué de s'écouler, faisant fondre la roche et créant des tunnels et des grottes. Bon nombre de trous découverts à la surface de la Lune par la NASA pourraient être les ouvertures de tunnels de lave. L'orbite de la Lune autour de la Terre ne forme pas un cercle. Elle est ovale. C'est pour cela que la distance entre notre planète et le satellite varie d'une distance de 362 000 km à plus de 402 000 km. Il y a une très légère activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, les mini-tremblements de Lune, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se passent parfois à plusieurs kilomètres en dessous de sa surface. Ensuite, de petits craquements et fractures apparaissent sur la croûte et des gaz s'en échappent. T'es-tu déjà demandé pourquoi la Terre n'a pas d'anneau ? Les géantes gazeuses Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune en ont. Mais les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Deux théories décrivent la façon dont les systèmes d'anneaux se sont potentiellement développés. La première stipule que les anneaux seraient nés à partir de restes datant de l'époque où une certaine planète se formait. Ou bien, comme l'avance la seconde, ils pourraient être les restes d'une lune qui a été soit détruite lors d'une collision, soit brisée par la force gravitationnelle de sa planète mère. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi les géantes gazeuses ont des anneaux, mais ils pensent que cela pourrait être dû au fait qu'elles se sont formées dans le système solaire extérieur. Les planètes rocheuses se sont formées dans la zone intérieure de notre système solaire. C'est pourquoi elles étaient mieux protégées des impacts et collisions potentielles qui auraient pu former des anneaux autour d'elles. Ou bien, la raison est que les planètes plus grosses ont un plus grand volume, ce qui permet à un système d'anneaux de rester stable. Certains scientifiques pensent que notre planète a bel et bien eu un système d'anneaux il y a longtemps. À ses débuts, un objet de la taille de Mars a heurté la Terre, ce qui a probablement donné lieu à un anneau dense de débris. Mais son système d'anneaux a très vite fusionné. Et c'est ainsi que notre Lune s'est formée. Il y a plus de 10 ans, les astronomes ont découvert un énorme nuage de vapeur d'eau à environ 12 milliards d'années-lumière de notre planète. Ce nuage est la plus ancienne source d'eau que nous connaissions.
Il date de l'époque où l'univers n'avait que 1,6 milliard d'années. Aujourd'hui, il en a 13,8 milliards. Ce nuage inhabituel est aussi la plus grande source d'eau que nous connaissions. Il contient 140 trillions de fois la quantité d'eau que la Terre contient dans ses océans. C'est colossal. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ce nuage de vapeur est en quelque sorte en train de nourrir un trou noir. Il pourrait contenir suffisamment de gaz, comme le monoxyde de carbone, pour aider son trou noir à devenir 6 fois plus grand qu'il ne l'est actuellement. Nous savons tous que la Terre a une lune. Mais il y a 2 autres astéroïdes, 3753 Kruitne et 2002 AA29, verrouillés dans des orbites co-orbitales avec notre planète. Le premier ne tourne pas vraiment autour de la Terre, mais a une sorte d'orbite synchronisée avec elle, si bien qu'il semble suivre la Terre sur une orbite stable, alors qu'en réalité, il a sa propre trajectoire spécifique autour du Soleil. L'autre, 2002 AA29, suit une orbite en fer à cheval autour de notre planète. Sa trajectoire spécifique le rapproche de nous tous les 95 ans. On pourrait s'attendre à ce que Neptune soit un endroit extrêmement froid et sombre. Après tout, c'est une géante de glace située à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil. Neptune ne reçoit pas une grande quantité de lumière du Soleil, si bien qu'à midi, la luminosité y est semblable au crépuscule sur notre planète. Mais cette géante de glace semble créer sa propre chaleur. Pour être précis, 2,6 fois plus de chaleur qu'elle ne reçoit de Soleil. Cela est probablement dû à toute la pression qui règne près du noyau de la planète. Elle construit et libère de l'hydrogène qui maintient le centre de Neptune à une température folle de 5150 degrés Celsius. Mais son atmosphère est encore assez froide. La température varie entre moins 150 et moins 200 degrés Celsius. À quelle forme penses-tu lorsque quelqu'un mentionne les tempêtes ? Probablement aux longs ovales des ouragans et aux cônes des tornades. Mais cela n'est valable que sur Terre. Au pôle nord de Saturne, une tempête fait rage depuis au moins 40 ans. Et elle a une forme hexagonale. Une forme aussi bizarre a probablement quelque chose à voir avec les gaz turbulents de Saturne, ou peut-être même avec les jets zonaux qui s'étendent sur plusieurs kilomètres dans une région de pression extrêmement élevée. T'es-tu déjà demandé pourquoi les planètes ne scintillent pas alors que les étoiles le font ? Le fait est que si tu étais dans l'espace, tu ne les verrais pas du tout scintiller. La raison pour laquelle nous voyons les étoiles scintiller est due à l'atmosphère de la Terre. La lumière de la taille d'une épingle provenant d'une étoile frappe l'atmosphère. L'atmosphère la réfracte ensuite, ce qui envoie la lumière en zigzag. C'est ce que nous percevons comme le scintillement. Les planètes nous paraissent bien plus grosses que de simples têtes d'épingle. Et oui, leur lumière fait aussi des zigzags après avoir heurté l'atmosphère. Mais ces mouvements s'annulent mutuellement. C'est pourquoi nous ne voyons pas de scintillement, mais seulement une lueur régulière. Dans certaines régions, tu peux ressentir de grands changements de température. Par exemple, dans le Montana, où en une seule journée, les températures sont passées de moins 48 à 7 degrés Celsius. Cela semble beaucoup, mais c'est insignifiant comparé à Mercure, où les températures ont tendance à varier de plus de 600 degrés Celsius en une seule journée. Elles commencent à moins 170 degrés la nuit et montent à 430 degrés Celsius pendant la journée. Imagine la valise que tu devrais préparer pour une seule visite de 24 heures sur Mercure. Pourquoi l'atmosphère de notre planète natale ne s'évapore-t-elle pas pour disparaître dans le vide de l'espace ? Même si nous ne pouvons pas les voir, les molécules de gaz et de vapeur dont notre atmosphère est composée ont toute une masse. En tant que telles, toutes ces molécules subissent l'attraction gravitationnelle de la Terre, tout comme nous. Elles pourraient s'échapper, c'est vrai, si elles avaient assez d'énergie. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, l'atmosphère serait plus chaude et ces molécules pourraient s'échapper plus facilement. Mais la Terre, heureusement, est juste à la bonne distance du Soleil et elle a exactement assez de masse pour que son atmosphère reste au même endroit. Quand tu penses au volcan, tu imagines probablement de la lave chaude et fondue qui en sort. Du moins, c'est comme ça que ça fonctionne sur Terre. Dans l'espace, les volcans peuvent cracher du méthane, de l'eau ou même de l'ammoniac. Là-haut, un volcan peut aussi cracher des matériaux spécifiques qui gèlent lorsqu'ils entrent en éruption. Il se transforme alors en vapeur gelée et en une sorte de neige volcanique. C'est un phénomène courant sur les lunes de Jupiter, Europe et Io, ainsi que sur Pluton et sur Titan, la lune de Saturne. On les appelle les cryovolcans, et Io en abrite des spécimens extrêmement actifs. Là-bas, tu verras des centaines de cheminées avec des panaches de vapeur gelée qui s'étendent sur environ 400 km. Et les véhicules de la NASA ont même capturé certaines éruptions en temps réel. Boum!
Planètes, lunes, astéroïdes, comètes, étoiles, tous ces objets peuvent entrer en collision. Et les galaxies aussi. Notre galaxie, la Voie lactée, est à 2,5 millions d'années-lumière d'Andromède, notre plus proche voisine galactique. Les astronomes pensent que la Voie lactée est sur une trajectoire de collision qui détruira les deux galaxies dans un avenir lointain. Ou du moins, les galaxies telles que nous les connaissons. Elles se rapprochent de plus en plus vite l'une de l'autre à un rythme effréné, 402 000 km/h. Ce sera chaotique et de nombreuses planètes et étoiles ne survivront pas à la collision. Finalement, ces deux entités massives fusionneront et se transformeront en une galaxie complètement nouvelle et méconnaissable. Mais ne t'inquiète pas, les scientifiques pensent que cela ne devrait pas se produire avant 4 milliards d'années. Si tu veux fusionner deux morceaux de métal, tu sais déjà que la seule façon de le faire est d'appliquer de la chaleur pour que ces morceaux atteignent leur point de fusion. Dans l'espace, tu n'as pas besoin de chaleur pour faire une telle chose, ni d'aucune action particulière d'ailleurs. On appelle cela la soudure à froid, et un tel phénomène se produit lorsque tu fais glisser les pièces de métal les unes sur les autres. Dans ce cas, elles usent leur couche d'oxyde protectrice. Sur Terre, ces couches les empêchent de fusionner, mais dans l'espace, ce type de protection disparaît. C'est pourquoi les électrons d'un morceau de métal coulent simplement dans l'autre morceau. Et voilà, ils ne font plus qu'un sans aucun effort. Les scientifiques ont longtemps pensé que la Terre était la seule planète de notre système solaire où une activité tectonique était en cours. Une activité tectonique signifie que les plaques sous la croûte terrestre sont en mouvement. Ce processus libère de la chaleur qui déforme ensuite la surface de la Terre et entraîne son rétrécissement. Mais nous savons maintenant que cela se produit aussi sur d'autres planètes. Mercure rétrécit aussi, et les scientifiques l'ont découvert en 2016 lorsque la sonde spatiale Messenger a tourné autour de la planète et a renvoyé des données importantes. Elle a révélé qu'il y avait des reliefs semblables à des falaises, connus sous le nom de cicatrices de faille, à la surface de Mercure. Comme ces reliefs sont relativement petits, ils ne se sont probablement pas formés il y a si longtemps. Cela signifie que Mercure se contracte toujours, même 4,5 milliards d'années après la formation de notre système solaire. La grande tache rouge de Jupiter rétrécit aussi. C'est une énorme tempête qui fait rage à la surface de la planète. Elle est rougeâtre, de forme un peu ovale et large de plus de 16 000 km. Oui, c'est assez gros pour avaler la Terre. Et maintenant, elle rétrécit lentement mais sûrement depuis quelques siècles. La grande tache rouge n'est qu'une des nombreuses tempêtes à haute pression qui se produisent sur Jupiter en raison de tous les gaz qui s'y trouvent, ce qui fait de Jupiter une géante gazeuse. Mais ce n'est pas parce qu'elle rétrécit que la grande tache rouge va s'éteindre de sitôt. Elle est même en train de devenir plus haute. Il fait nuit dehors, presque 2 heures du matin. Tu sors regarder le ciel, et voici la Lune, brillante et pleine. Tu penses peut-être en savoir beaucoup sur le satellite naturel de la Terre, mais laisse-moi te poser la question suivante. Comment s'est-elle formée? La réponse est que personne ne le sait. Mais bien sûr, il existe quelques théories. La plus répandue, appelée hypothèse de l'impact géant, affirme que la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète. Cette planète devait être plus petite que la nôtre, approximativement de la taille de Mars. La collision elle-même se serait probablement produite il y a environ 4,5 milliards d'années. Une autre théorie, dite de la capture, avance que la Lune était un astéroïde ou un autre corps errant. Elle se serait formée quelque part dans le système solaire et en passant près de la Terre, aurait été happée par la gravité de notre planète. Sauf qu'il y a un hic. Notre planète et la Lune présentent des similitudes isotopiques et chimiques remarquables. Elles doivent donc avoir une histoire commune, ce qui signifie que la Lune n'a pas pu être créée ailleurs. D'autres experts pensent qu'à un moment donné de son lointain passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière se serait détachée. Elle se serait rapidement mise en orbite autour de notre planète et c'est ainsi que la Lune serait apparue dans le ciel. Mais là encore, il y a un problème. Dans ce cas, le type de minéraux présents sur la Lune ainsi que leurs proportions devraient être les mêmes que sur Terre. Or, il existe de légères différences. La Lune est riche en matériaux qui se seraient formés très rapidement à haute température. Il existe une autre théorie, sans doute la moins passionnante. Elle prétend que le satellite naturel de la Terre pourrait être tout simplement apparu en même temps que la Terre lors de sa formation. Mais aujourd'hui, une question plus pressante préoccupe les astronomes. La Lune est-elle vraiment le satellite de la Terre, ou s'agit-il de deux planètes jumelles?
La Lune est de taille conséquente par rapport à notre planète. Elle représente environ un quart de la taille de la Terre. C'est pourquoi certains experts qualifient notre système planétaire de planète double. Mais à quel point est-ce exact? Pour le savoir, il faut d'abord définir le mot « planète ». Selon l'Union astronomique internationale, une planète est un corps spatial en orbite autour d'une étoile, suffisamment massif pour avoir une forme presque ronde grâce à sa gravité et qui a dégagé la région autour de sa propre orbite. Maintenant, qu'est-ce qu'un satellite? Il s'agit d'un corps spatial en orbite autour d'un corps plus grand. Si nous prenons le système Terre-Lune, son centre de gravité appelé le barycentre se trouve à l'intérieur de la Terre. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, nous ne pouvons pas vraiment dire que nous vivons dans un système de planètes doubles. D'après cette définition, la Lune est donc le satellite de notre planète. Revenons un peu en arrière, il y a 3 ou 4 milliards d'années. Même si la Lune n'était pas une planète, elle possédait très probablement une véritable atmosphère. Elle se serait formée au moment où de puissantes éruptions volcaniques secouaient notre satellite. Des gaz se sont ainsi répandus sur toute la surface de la Lune, et cela s'est passé si vite qu'ils n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. À cette époque, la surface lunaire était constellée de bassins remplis de basalte volcanique. Imagine d'énormes panaches de magma projetés dans les airs, retombant sur le sol et créant des coulées de lave. C'est ainsi que ces bassins de basalte sont apparus à la surface de la Lune. Au retour d'Apollo 11, les scientifiques ont enfin pu mettre la main sur des échantillons rapportés de notre satellite. Ils ont découvert que les coulées de lave y contenaient non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'est élevée pour former cette atmosphère. Elle était la plus dense il y a environ 3,5 milliards d'années et aura persisté pendant environ 70 millions d'années. Après quoi, elle s'est dispersée dans l'espace. Mais le plus surprenant, lorsque la Lune avait une atmosphère, elle était également 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique suggère même que la Lune était probablement jusqu'à 19 fois plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. La distance qui la séparait de notre planète aurait pu être de 30 000 km. Alors qu'aujourd'hui, notre satellite se trouve à environ 384 000 km. Ainsi, la Lune paraissait beaucoup plus grosse dans le ciel. Mais hélas, à l'époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour admirer la vue. De nos jours, l'atmosphère de la Lune est presque inexistante. C'est pourquoi le satellite ne peut pas se protéger des météorites et la surface de la Lune est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont cachés par la végétation ou recouverts d'eau. Mais si l'on parle de la Lune, leur nombre est bien plus important. Il y en a plusieurs millions, et environ 5000 d'entre eux mesurent plus de 19 km de diamètre. Comme la Lune est géologiquement moins active que la Terre, ces cratères et autres formations anciennes restent en parfait état depuis des siècles. Lorsque tu regardes la Lune, c'est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Mais en réalité, sa surface est plutôt sombre, car le facteur de réflexion de notre satellite naturel est juste un peu plus élevé que celui de l'asphalte. Tu sais peut-être que l'attraction gravitationnelle de la Lune provoque des marées sur notre planète en faisant gonfler les océans à la fois du côté le plus proche de la Lune et du côté le plus éloigné. Mais ce n'est pas tout. La Lune ralentit également la rotation de la Terre. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'une journée sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne également de la Terre à la même vitesse que tes ongles poussent. Cela représente environ 4 cm par an. Si un jour la Lune part au loin dans l'espace, notre planète traversera des moments difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y a pas de saison, à une forte inclinaison capable d'entraîner des conditions météorologiques extrêmes. Même si la surface lunaire est pratiquement inactive, le satellite naturel de la Terre connaît encore des tremblements de lune. Selon une théorie, ces séismes seraient dus au fait que celle-ci rétrécit et que son cœur se refroidit. Les scientifiques affirment que la Lune aurait perdu environ 45 mètres de tour de taille comparé à son gabarit d'il y a plusieurs centaines de millions d'années. Pour t'aider à visualiser ça, imagine un raisin qui se transforme en raisin sec.
Il se ride tout en rétrécissant, et il en va de même pour la Lune. Elle rétrécit et se ride. Mais contrairement au raisin, la Lune n'a pas une peau souple. Sa surface est dure et cassante. Ainsi, à mesure que la Lune rétrécit, la croûte se fissure et se brise, et les morceaux sont repoussés contre les morceaux voisins. Tu veux savoir une autre chose épatante sur la Lune ? Une étude récente affirme qu'elle aurait eu une queue, et chaque mois, celle-ci s'enroule autour de notre planète comme une écharpe. Cette fine traînée est composée de millions d'atomes de sodium, et notre planète passe régulièrement au travers. Ce sont les météorites qui projettent ces atomes de sodium hors de la surface lunaire jusque dans l'espace. Chaque mois, pendant plusieurs jours, la Lune se trouve entre le Soleil et notre planète. C'est à ce moment-là que la gravité terrestre capte cette queue de sodium. Notre planète l'entraîne en une longue bande qui s'enroule autour de notre atmosphère. Cette queue lunaire est totalement inoffensive. Elle est également invisible à l'œil humain, soit 50 fois moins lumineuse que ce que nous sommes capables de percevoir. Mais en de rares occasions, de puissants télescopes peuvent repérer sa faible lueur jaunâtre dans le ciel. Cette queue ressemble à une trace lumineuse dont le diamètre est 5 fois supérieur à celui de la pleine Lune. Et maintenant, crois-le ou non, mais il y a 2 ou 3 ans, un astéroïde a été attiré dans l'orbite de la Terre et a commencé à tourner autour de notre planète. Même s'il n'était pas plus gros qu'une voiture ordinaire, il s'agissait d'un événement important. Sur plus d'1 million d'astéroïdes connus des astronomes, ce n'était que le 2e à orbiter ainsi autour de la Terre. Baptisé 2020 CD3, il aura été notre mini-lune temporaire. Mais il n'est pas resté